Et enfin, ce troisième webinaire, puisqu'on est sur le dernier volet de ces webinaires, il porte sur les conditions d'exercice du travail des éleveurs et polyculteurs-éleveurs qui adoptent des pratiques écologisantes et qui va essayer de répondre à la question en quoi le travail peut être ou non un frein à la mise en œuvre de ces conduites. Et ce webinaire sera également l'occasion de découvrir l'application Déclic Travail qui présente un autodiagnostic à destination des éleveurs et polyculteurs-éleveurs, donc sur leur organisation et leurs conditions de travail, ainsi que sur la gestion des ressources humaines dans les fermes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur, évidemment, d'accueillir Annelise Jacot, qui est enseignante-chercheur donc à l'Institut Agro Rennes-Angers, et qui nous présentera les résultats de plusieurs études qui traitent donc de l'impact sur les conditions d'exercice du travail, de la mise en œuvre d'une agriculture à moindre impact environnemental. Et puis, Gwendoline Éluin, qui est chef de projet donc à l'Institut de l'élevage, introduira l'application Déclic Travail, qui est conçue donc pour accompagner les éleveurs et les polyculteurs-éleveurs dans leurs problématiques sur les questions de travail. Et je vais laisser sans tarder la parole à Annelise et je vous souhaite un excellent webinaire. Annelise, c'est à toi. Merci beaucoup. Tu as 30 minutes. Ouais. Alors, vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais. Voilà. Tout va bien? Parfait. Ok. Parfait, merci. Bonjour à vous tous. Donc, comme Sophie l'a dit, moi je suis enseignant-chercheur en zootechnie des systèmes à l'Institut Agro Rennes-Angers, sur le campus de Rennes, et j'appartiens aussi à l'équipe de recherche INRAE, UMR, Pégase, donc c'est l'équipe Systel, donc ce qui veut dire système laitier. Donc le topo aujourd'hui, c'est autour de l'adoption de pratiques agroécologiques et conditions de travail, quels sont les liens. Et moi, je m'intéresse plus particulièrement aux élevages laitiers. Donc, je voulais brosser un petit rapidement un contexte autour du travail en élevage et plus particulièrement en élevage laitier. Donc, très rapidement, hein, mais entre les deux recensements agricoles entre 2010 et 2020, il y a une baisse du nombre d'élevages laitiers en net recul de moins 33% et ça implique entre autres une augmentation de la taille des structures avec plus 20, en moyenne 20 vaches laitières, plus 28 hectares de SAU à gérer par exploitation. Donc concrètement en Bretagne, même si ces chiffres-là sont un peu plus, sont relativement anciens, 2020, ça permet de rendre concret un peu ce que ça peut faire. C'est moins 30% de producteurs avec un maintien du cheptel à l'époque, mais avec une amorce de décapitalisation à partir de 2019. Il y a une stagnation en parallèle de la main-d'œuvre qui est autour de 2,2 ETP donc équivalent temps plein par exploitation, ce qui implique en fait une augmentation de la productivité du travail. En 2020, un ETP s'occupe de 31 vaches laitières contre 24 en 2010. Donc pareil, sur le cas breton, entre 2003 et 2018, qu'est-ce que ça fait? Ça concrétise par, sur des élevages avec une selle de traite classique, par une augmentation du travail d'astreinte, donc tout ce qui est lié à l'animal, aux soins des animaux, à la traite, à l'alimentation, de plus 14 heures de travail par semaine et par unité de travailleurs humains. Donc c'est quand même assez tangible cette augmentation du temps de travail. Donc c'est une charge de travail plus importante qui est évaluée à peu près à 61 heures par semaine et par unité de travailleurs humains, et notamment liée à une augmentation du temps de travail d'astreinte. Or, les éleveurs, ils sont comme tout le monde, ils ont des attentes fortes envers leurs conditions de travail qui doivent être améliorées, qu'ils jugent peu satisfaisantes et souvent reliées aussi à un temps de travail important et le fait qu'ils manquent de temps libre. Donc ici, on voit bien qu'il y a des tensions autour du travail qui ont des conséquences, notamment une moindre attractivité du métier et aussi qui influencent les choix d'orientation productive et de pratique. Donc ça, on va aller voir un peu ceci. Donc en parallèle, on a eu aussi une incitation sociétale forte à faire évoluer les pratiques agricoles afin de limiter leurs impacts environnementaux. Donc ça se décline par une incitation à adopter des pratiques dites agroécologiques ou écologisantes. Et elles se font en mobilisant des services écosystémiques pour diminuer le recours, entre autres, aux intrants. Donc en élevage, ça se caractérise par quoi?
par de la gestion intégrée de la santé animale, la réduction de l'utilisation des intrants et des pollutions, la préservation de la biodiversité animale, végétale, et j'en passe et des meilleurs. Et en fait, si on peut raisonner, c'est tout changement de pratique en fait influence la façon dont les agriculteurs, les éleveurs, travaillent, en modifiant la nature même du travail à réaliser. Donc ça, je pense que vous avez vraiment bien développé tous ces concepts-là avec les 2 précédents webinaires. Et moi, dans mes activités de recherche, je pars du principe qu'on a les pratiques agroécologiques. Alors, il y a beaucoup de littérature scientifique qui dit globalement, on a un accroissement de la demande en travail, ça demande plus de main-d'œuvre, plus de travail, et ça a des impacts sur le travail, sur les conditions de travail, et qui sont différenciés. Et je ne vous ai pas mis tous les liens qui existent dans la littérature, mais il y a beaucoup de liens, et ces liens-là peuvent être contrastés. Donc, ça influence le travail des éleveurs et des éleveuses. Ça demande plus de temps d'observation, plus de précision dans les interventions, de modification du calendrier. Ça demande de se former, d'expérimenter. Et à l'inverse, comme on a vu dans le contexte, il y a des tensions autour du travail et des attentes des éleveurs et des éleveuses envers leurs conditions de travail. Et ces tensions-là peuvent représenter des freins potentiels à l'adoption de pratiques agroécologiques. Donc, en fait, on voit bien que les pratiques et le travail le changement de pratique et le travail sont intimement liés dans l'influence que ça a sur le travail et inversement, en quoi le travail peut influencer les choix de pratique. Quelques éléments de définition et puis des cadres d'analyse que je manipule dans mes activités de recherche avec mes collaborateurs. Donc, Sophie et le RMT Travail ont beaucoup développé ces concepts-là et on peut s'accorder tous pour dire que c'est une notion qui est très complexe et très multidimensionnelle. Et moi, je me suis plutôt intéressée aux conditions de travail, aux conditions d'exercice selon un cadre élargi qui est adapté de plein de littérature scientifique et d'auteurs différents. Donc Antoinette Dumont, Julie Duval, bien sûr Gérard Servière, Elsa Petit, Delecourt et compagnie. Donc en fait, pour moi, les conditions de travail, c'est un cadre élargi. Temps de travail, une journée type, des horaires, une flexibilité, des repos réguliers, les congés, une organisation, est-ce qu'on est spécialisé dans les tâches, comment on les répartit entre-temps, les fenêtres de temps pour les interventions, concurrence entre les différents travaux, pic de travail à gérer. C'est aussi des éléments autour de la santé, la pénibilité du travail, la charge physique, la charge mentale, le stress qui peut être lié au travail, mais c'est aussi des compétences, une technicité, une polyvalence, des formations pour acquérir d'autres compétences, d'autres connaissances. C'est effectivement le sens du métier que vous avez pu avoir aussi dans les précédents webinaires, un plaisir, un épanouissement au travail, le respect des valeurs, être aligné dans ces valeurs, une image qu'on renvoie pour soi-même, pour la société, ou envers les pairs ou la profession, une stimulation intellectuelle aussi, des relations sociales et des réseaux à développer, alors les échanges entre pairs, l'entraide, les groupes de travail, le réseau professionnel, mais aussi le lien à la consommateur et à la société. Et puis, c'est également des ressources à mobiliser, de l'équipement, des ressources humaines aussi à gérer, des financements à gérer. Et tout ça, voilà, ça contribue un petit peu à enrichir l'analyse multidimensionnelle autour des conditions de travail. Donc ces cadres-là, en fait, ils évoluent au fur et à mesure des projets de recherche et des questions et on va soit les développer à certains aspects, soit les prendre de façon générale, enfin voilà. On verra ça plus tard. Donc la première étude qui commence à dater un petit peu, elle a été faite dans un cadre d'un projet européen H2020 qui s'appelle LIFT, Low Input Farming and Territories, qui visait un petit peu à comprendre les impacts socio-économiques à plusieurs échelles, à l'échelle d'exploitation, mais aussi à l'échelle territoriale, de l'adoption de pratiques écologisantes et aussi d'estimer un peu les freins autour de à adopter ces pratiques-là. Donc, dans ce cadre-là, nous, on a pu mener avec Nathalie Ostiot et Julie Duval d'INRAE, avec un super stagiaire qui s'appelle Maxence Gérard, on a étudié un peu quels étaient les effets sur le travail des éleveurs bovins laitiers de l'adoption de pratiques agroécologiques dans l'ouest de la France.
Donc, cette étude-là, elle a été menée en 2019-2020 et se voulait un peu exploratoire. Donc, on voulait une exploration des effets sur le travail par des enquêtes qualitatives. Donc, elle était basée sur les 7 dimensions du travail que je vous ai présentées précédemment. Donc, temps de travail, organisation, santé, pénibilité, compétences, sens du métier, relations sociales et ressources à mobiliser. Donc, c'est une des premières fois où on a mis en place ces cadres-là. Et c'est basé principalement sur la région Bretagne et Mayenne. Voilà. On a sélectionné les gens qu'on voulait rencontrer selon des critères. Donc, on voulait des systèmes spécialisés bovins-lait qui ont au moins effectué un changement de pratique dans le but de diminuer les impacts environnementaux. C'était notre clé d'entrée et on n'a pas défini ce que c'était une pratique agroécologique. On est resté assez vague, mais c'était voilà, notre critère de recrutement. On voulait aussi avoir une diversité de systèmes fourragers dans ces systèmes laitiers-là. Donc, on avait des systèmes avec 0 pâturage jusqu'à 100% de pâturage. Et puis, on voulait aussi une diversité de systèmes conventionnels et aussi agriculture biologique. Donc, on a fait une enquête qualitative avec une trame d'entretien et des entretiens en face à face, et puis des retranscriptions et des analyses thématiques. Et on a également recensé les pratiques écologisantes selon les dires des agriculteurs. Donc, c'est les pratiques que les agriculteurs déclaraient spontanément à Maxence qui a effectué tous les entretiens. Donc, Maxence a enquêté 17 exploitations, 12 en conventionnel et 5 en agriculture biologique, avec 3 exploitations en 100% herbagées et 2 exploitations sans pâturage. Donc, on n'a vraiment pas discriminé. Je vais passer très rapidement, enfin, je vais même pas vous présenter les chiffres, vous pouvez les lire, mais c'était pour vous reconstituer un petit peu représenter un peu l'échantillon qu'on avait en face de nous. Donc, on avait des exploitations qui étaient très diverses, avec un nombre de vaches qui allait de 24 à 350 vaches. Donc, c'était vraiment très exploratoire. Globalement, les conditions de travail étaient diverses, mais une charge de travail assez élevée en moyenne, autour de 58 heures par UTH, donc unité de travailleur humain par semaine, mais avec une très grande variabilité. On avait une exploitation qui était à 35 heures par semaine jusqu'à plus de 70, voire 80. Et on a aussi recensé l'ensemble des diversités des pratiques agroécologiques que les agriculteurs enquêtés énoncés comme étant des pratiques qui ont pour but de limiter l'impact de l'exploitation ou de l'activité agricole sur l'environnement. Et on peut voir qu'il y en avait donc 33 et qui étaient assez diverses. Donc, elles passaient du travail du sol à la fertilisation, à la gestion des cultures, à la gestion des bioagresseurs, à des éléments aussi plus sur la conduite du troupeau laitier, la santé animale, la gestion des prairies bien sûr, et également des éléments du paysage et d'habitat. Donc on a on a pu recenser des pratiques qui étaient pas uniquement centrées sur l'atelier lait. Donc globalement, voilà, le premier résultat, c'est que les éleveurs mentionnent tous spontanément au moins un effet de l'adoption de pratiques agroécologiques sur leurs conditions de travail. Et ils mentionnent spontanément aussi différentes dimensions des conditions de travail liées à l'adoption de pratiques. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le temps de travail est la dimension qui ressort le plus, avec le plus grand impact, avec 12 mentions sur 17. Ensuite vient l'organisation du travail, mais également les ressources à mobiliser. Donc, les ressources, c'est tout ce qui était équipement ou personnes à contacter. Mais on peut voir qu'il y a aussi la santé et la pénibilité, les relations sociales et le réseau qui est affecté par l'adoption de pratiques agroécologiques. Dans une moindre mesure, légèrement, les compétences et le sens du métier ont aussi été évoqués comme ayant été affectés par l'adoption de ces pratiques-là. Donc, si on dépiote un petit peu plus les effets sur le travail, on a des effets qui sont réels, qui sont avérés, qui sont mentionnés par les agriculteurs, mais qui sont contrastés selon la nature des pratiques, mais aussi selon la dimension
des conditions de travail. Ce qu'il en ressort, c'est que l'adoption de pratiques agroécologiques, donc souvenez-vous, on avait un panel assez large de pratiques différentes, elles affectent le temps et l'organisation du travail. Donc pour 10 d'entre eux, ça avait été, enfin 12, pardon, ça avait été mentionné, mais avec des effets plus ou moins contrastés, des fois positifs, des fois négatifs. Ce qu'il en ressortait, pour 10 d'entre eux, c'est qu'il y avait une saisonnalité des tâches liées aux pratiques qui étaient beaucoup plus marquées. Avec cette saisonnalité des tâches était associée à un besoin de plus grande précision et d'une plus grande efficacité des opérations. Donc cette saisonnalité, même si elle peut être dure sur le moment, elle était plutôt perçue comme quelque chose de positif parce que ça permet de se concentrer, d'être plus efficace sur une opération à un moment donné et ensuite on passe à autre chose. L'exemple le plus banal, enfin le plus emblématique, pas banal, en système laitier, c'est le cas des vélages groupés plutôt de printemps en système herbager. Et en fait, voilà, avec ce verbatim où en fait on a une tâche à une période de l'année, vu que tu es très concentré sur cette tâche, tu fais que ça. C'est beaucoup plus efficace, tu n'as pas de dispersion. Et une fois que la tâche est finie, enfin la période de tâche de l'année est finie, tu passes à autre chose et c'est beaucoup plus facile. Donc ça marque aussi les saisons et on se concentre qu'à une chose. Donc ça peut être la gestion de la repro à un moment donné, les vélages et ensuite l'élevage des jeunes et on passe à autre chose. Le pendant, c'est qu'on a des fenêtres d'action pour réaliser des tâches qui peuvent parfois être courtes. L'exemple, c'est les foins, et il faut être très efficace à un moment donné. Et ces fenêtres d'action, elles peuvent être rétrécir en fonction des années climatiques. Et ça peut poser des petits soucis. Et il faut être en mesure d'avoir une organisation du travail qui permet de déclencher de la main-d'œuvre et de l'équipement, parfois, au bon moment. Et donc aussi, il faut, à l'échelle de l'ensemble des tâches à réaliser sur toute l'exploitation, il faut veiller à être en mesure de pouvoir déclencher cette main-d'œuvre-là et de veiller à la concurrence entre les tâches. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à gérer en cas de transition de pratique à pratique. Ce qu'il en ressort aussi de ce temps et cette organisation du travail qui peut être affectée par qui est affectée par l'adoption de pratiques agroécologiques, c'est qu'elle varie en fonction des systèmes, bien sûr, mais surtout de la nature des pratiques. Alors, il y a des pratiques qu'on a un peu qualifiées de simplifiantes, mais qui ne sont pas forcément simples à mettre en place, mais qui sont dites simplifiantes. Et ça, c'est plutôt vécu de façon positive. Elles vont simplifier l'organisation du travail et diminuer la charge de travail. Et ça, c'est plutôt des pratiques qui sont liées au système cultural, en mettant plus d'herbes dans la rotation et dans l'assolement. Donc, on va diminuer la part des cultures pour faire plus d'herbes. Ou alors la simplification d'itinéraires techniques sur le système cultural. Donc, c'est tout ce qui est technique culturelle simplifiée, les TCS. Avec ce petit exemple, si on devait retourner toutes ces terres, on serait obligé de faire appel à une entreprise parce que, en fait, en creux, on n'a pas la main-d'œuvre pour réaliser nous-mêmes ce travail-là. Et à l'inverse, il y a des pratiques agroécologiques qui cherchent à diversifier le système culturel, notamment, et là qui vont être plutôt perçues comme étant un accroissement du temps de travail et une tension sur l'organisation du travail et plus de tâches à réaliser. Et ça, c'est toutes les pratiques autour de la protection des plantes. Je pense au désherbage mécanique, par exemple, à la recherche d'une plus grande autonomie protéique. Donc, c'est diversifier les cultures pour apporter des protéines dans l'assolement et donc pour l'alimentation des animaux. Et là, on va accroître les cultures, donc accroître les opérations techniques à réaliser, accroître le travail. Et puis aussi des pratiques qui étaient sur la gestion des déjections et de la fertilisation. Donc l'exemple là, c'est le problème de la luzerne, c'est le temps de travail. Une fauche tous les 40 jours, coupée, endennée, récoltée. Et ça, c'est du travail à effectuer. Voilà. Ce qu'il en ressort aussi de l'adoption de ces pratiques agroécologiques et dans les discours de ces éleveurs qu'on a enquêtés, c'était les bénéfices intrinsèques, plutôt liés à la santé, la pénibilité et aussi aux compétences. Pour la santé et la pénibilité et la charge mentale, c'était plutôt ressorti comme étant quelque chose
l'adoption de pratiques avait eu un effet positif à très positif, surtout sur la santé et la pénibilité, même si certaines situations peuvent s'avérer stressantes. Et notamment, si on les croisait avec les pratiques agroécologiques qui étaient plutôt d'ordre simplifiante, et notamment sur la gestion du matériel, avec des manipulations d'outils à atteler et dételer, qui, si on supprime des opérations techniques ou des cultures, et ben on a moins à s'occuper du matériel et à atteler, à dételer. Et donc là, c'est le cas, ce qui est assez fréquent en élevage, hein, c'est que quand, avec ce verbatim, quand j'étais en période de semis, c'était compliqué. J'ai mon père qui devait m'aider car j'ai qu'un seul tracteur. Et alors, avoir la décileuse, pailleuse pour alimenter des animaux le matin, la décrocher, mettre la charrue un peu le soir et rebelote, et ben tout ça, c'est de la charge physique, c'est la pénibilité. Et donc, le fait de zapper le travail du sol, et ben ça permettait de, de faire sauter cet élément qui était très pénible physiquement. L'usage des phytosanitaires aussi, la limitation des intrants, c'est une charge mentale et une perception de l'impact sur la santé qui est améliorée également. Et puis c'est aussi le fait de se sentir plus facilement en conformité avec les réglementations. Donc, il y a aussi le coût des intrants. Donc ça stresse quand tu as des factures qui arrivent. Si on supprime les intrants au sens large, on n'a plus de factures qui arrivent. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié aux impacts de ces pratiques-là qu'on a supprimées. Il n'y a plus d'érosion, on n'est plus concerné par les nitrates, on n'a plus de bornes enherbées à gérer. Et tout ça, c'est du stress qui est en moins à gérer. Donc, aller vers une simplification. Donc là, ici, c'est des cas où c'est des systèmes qui ont plus d'herbe dans leur assolement. Et ils ont supprimé tous ces aspects-là qui, eux, les mettaient en stress. Par contre, les moments de transition, les phases de transition et d'adoption de nouvelles pratiques, c'est des moments qui sont quand même assez sensibles. Et il y a quand même un peu d'anxiété à se dire qu'on était dans un système qui marchait bien, qui était calé depuis 10 ans, et on remet tout en cause et on repart à zéro. Donc il y a quand même un coup d'entrée et un stress associé à le fait de changer de pratique et d'aller vers un peu de l'inconnu. En termes de compétences, ce qui leur ressortait, c'était quand même un accroissement des compétences à acquérir liées à cette option de pratique agroécologique, et ça, c'était quand même perçu de façon très bénéfique. Donc, il y a plus de technicité dans les pratiques agroécologiques qui demandent un suivi rigoureux et de la précision. Donc, il faut être technique, il faut se former. Avec cet exemple qui a fait beaucoup rire mon stagiaire qui disait l'herbe, elle fait 15 cm, 15 ou 17, c'est pas la même chose. À quelques centimètres près, pour moi, c'est un détail qui est énorme. Donc, ça veut dire que il y a une stimulation intellectuelle, une envie d'être technique qui vraiment qui est nécessaire, mais qui plaît à l'agriculteur. Il y a des formations qui sont nécessaires quand les pratiques mises en place nécessitent un savoir-faire spécifique, comme la gestion de l'herbe, et puis aussi d'acquérir des nouvelles références. Il faut être en veille permanente pour voir ce qui se fait ailleurs. C'est pour ça qu'on a un groupe où on sort de temps en temps et ailleurs dans le monde pour voir ce qui se fait. Et puis, c'est aussi reconnaître le changement dans la façon de raisonner et l'ouverture d'esprit qui doit être plus importante. Donc là, je vous ai mis 2 photos de groupes d'éleveurs qui sont en train de faire le lien en fait entre la qualité du sol et la composition botanique pour qu'ils connaissent mieux leurs prairies et les potentiels agronomiques de leurs prairies. Et puis un autre groupe qui apprend à se servir de l'herbomètre pour pouvoir mieux gérer le pâturage. Donc tout ça, cette acquisition de compétences est vraiment valorisée par les éleveurs qu'on a rencontrés. Et ça montre aussi l'importance de l'accompagnement, de l'échange entre pairs, des visites entre exploitations. Et 8 sur 17 ont quand même noté qu'ils ont eu, entre le moment où ils ont adopté des pratiques agroécologiques, aussi un changement de cercle professionnel autour d'eux. Et souvent, ils se sont déplacés, ils ont changé de personne à qui ils s'adressaient, auprès de qui ils prenaient des informations. Et donc ça note aussi le besoin de soutien et d'échange, notamment dans les phases de transition. Il y a un besoin de se réassurer, d'échanger les pratiques, de créer de nouvelles références, et c'est nécessaire à l'adoption de pratiques agroécologiques.
Et puis, il y a avant tout aussi une amélioration de leur sens du métier. Ils déclarent, grosso modo, d'avoir un plaisir retrouvé à leur métier à travers une stimulation intellectuelle plus importante, retrouver de l'autonomie décisionnelle aussi, et aussi le fait de se sentir plus en adéquation avec ce que eux perçoivent des attentes sociétales. Avec ce verbatim-là qui dit c'est peut-être une nouvelle motivation pour aller au boulot le matin, un nouveau challenge. Et puis, il y a aussi une plus grande adéquation avec les valeurs personnelles ou l'image qu'ils se font de leur métier. Avec des éleveurs qui disent moi, une vache, ça doit aller pâturer. Et donc, ça nous gênait d'un point de vue éthique le fait de donner à des ruminants autre chose que de l'herbe. Donc, voilà, le fait de développer un système ici, dans leur cas, herbagé, c'est plus en adéquation avec leurs valeurs personnelles et l'image qu'ils se font d'être un éleveur laitier. Et puis, avec cet autre verbatim qui dit le but, c'est de se faire du bien à soi aussi dans le système qu'ils développent. Et puis, c'est une note aussi une amélioration du lien à la société. C'est plus facile de communiquer et de promouvoir son activité en tant qu'éleveur auprès de la société et auprès notamment des voisins. Avoir planté des haies au niveau des voisins, ça a été apprécié. Il y a même eu plusieurs petites réflexions sympas. C'est vrai que ça fait du bien. Et puis, en vrai, ça ouvre des fois des discussions avec des gens qu'on n'aurait pas eu à discuter ou qui nous ont pensé à borner dans notre système et qui voient qu'on fait des efforts de fait de notre part. Et donc, ça facilite un lien avec la société, mais surtout le voisinage. Ils se sentent plus insérés dans le tissu social. Voilà. Alors, c'est une transition un petit peu abrupte, mais la place du travail dans la décision. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le travail et toutes les dimensions peuvent aussi être un frein aux pratiques agroécologiques. Et là, on a mené un travail de thèse, on a encadré avec des collègues Audrey Dier, Carole Repars, qui sont toutes deux économistes à l'UMR Smart à Rennes, et Mathieu Karoff, qui est un agronome aussi de l'UMR SAS à Rennes. On a encadré une thèse qui s'est finie l'année dernière autour de la place du travail dans la décision de réduction de l'utilisation des pesticides avec le cas spécifique des exploitations laitières bretonnes. Alors pourquoi on s'est intéressé à ça, à ces exploitations-là? C'est parce que ces exploitations laitières, elles utilisent quand même de la surface agricole utile. 42% de la surface bretonne, c'est pour les exploitations laitières. Et en plus, elles utilisent aussi des cultures qui sont aussi consommatrices de pesticides. Donc l'IFT en Bretagne, donc l'indice de fréquence de traitement, du blé tendre et du maïs fourrage, il est à peu près équivalent en Bretagne que sur les autres territoires de France. Et puis, je vous rappelle qu'il y a une augmentation en fait du temps de travail par UTH lié à la diminution en fait du nombre d'exploitations et l'augmentation du troupeau par exploitation. Et donc, on s'est posé la question si le travail est un obstacle pour réduire l'utilisation des pesticides. Parce que, comme je dis, à chaque fois qu'on adopte des pratiques, ça change la nature du travail. Donc là, Julia, dans ses travaux de thèse, elle a appréhendé le travail sous 3 angles principaux: l'organisation du travail, le besoin de connaissances et de compétences, et puis la charge mentale, le travail, et qu'elle définit comme étant le travail cognitif nécessaire à l'accomplissement des tâches à une période déterminée, dans une période déterminée, pour s'intéresser aux pratiques alternatives permettant de réduire l'utilisation des pesticides, elle a identifié tout un tas de pratiques alternatives: agriculture de précision, décalage des dates de semis, choix des variétés, désherbage mécanique, biocontrôle, plan de campagne, et aussi l'allongement des rotations de cultures et plus d'herbes. Je vous présente juste un tout petit bout de sa thèse, de ses travaux de thèse, et en fait, on s'est posé la question, on a émis des hypothèses en quoi l'adoption de ces pratiques alternatives, donc celles que je viens de vous lister, elles affectaient l'organisation du travail avec plus de pics de travail, entre autres à concilier avec le travail d'astreinte lié aux animaux qui pouvaient rentrer en compétition. Elles demandent plus de connaissances et de compétences. Et elle représente potentiellement une charge physique, mentale supérieure parce qu'on a des systèmes de culture et des pratiques qui sont plus complexes et qui demandent plus d'observation et des interventions dans des fenêtres de temps réduites. Donc voilà. Donc
Un petit résultat de sa thèse, c'est qu'elle a mené des entretiens avec des experts et des conseillers différents pour un peu déjà valider euh, la liste des pratiques alternatives aux phyto, et puis ensuite évaluer le niveau de réduction des pesticides atteignables par chaque pratique et surtout identifier les difficultés de mise en place de chaque pratique, et notamment sous l'angle du travail et de ces trois dimensions: organisation du travail, compétences et connaissances et charge mentale. Donc elle a été interviewée des conseillers de coopératives, des instituts techniques, des chambres d'agriculture et des ONVAR locales. Et notamment, c'était des conseillers qui étaient plutôt en relation avec soit des groupes 30 000, soit des groupes défis qui avaient pour but de réduire, d'accompagner les éleveurs à réduire les phytos. Ce qu'il en ressort, Annelise, ouais, Annelise, il te reste 5 minutes. ouais, super, pas du tout. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y avait pas de remise en cause des pratiques alternatives proposées, et que le désherbage mécanique et l'allongement des rotations étaient perçus comme étant celles qui étaient les plus efficaces par rapport aux autres. Qu'il y avait des freins spécifiques aux exploitations laitières. Ils étaient unanimes sur le fait qu'on ne pouvait pas raisonner le système culturel sans raisonner l'atelier animal. Donc, et ce qu'il y avait au cœur, c'est que c'était le travail que demandait l'atelier animal pour pouvoir dégager du temps de travail sur l'atelier végétal. Et qu'il y avait trois facteurs principaux qui agissent sur les stratégies de réduction des phytos. C'était le choix du système alimentaire, le choix du système de traite, robot par robot, grosso modo, et aussi la taille des exploitations laitières. Et tout ça, en fait, c'était le travail était implicite dans ces trois stratégies-là de réduction. Donc, le travail a un effet important sur l'adoption de ces pratiques ou pas. Et les experts mentionnent tous une charge de travail et des compétences et des connaissances liées à l'adoption de ces pratiques agroécologiques. Par contre, il n'y a pas de mention du tout de la charge mentale ou de la charge physique liée à l'adoption de ces pratiques agroécologiques. Donc, elles ne sont pas des pratiques alternatives au phyto. Il y avait l'exemple du désherbage mécanique parce que c'est la pratique dite fer de lance des pratiques alternatives, et elle était perçue comme étant plutôt difficile à mettre en œuvre, avec une charge de travail qui est plus lourde, qui est perçue comme plus lourde, avec une organisation du travail adaptée. On doit déclencher la main-d'œuvre et l'équipement au bon moment, passer plus souvent, et avec des actions qui doivent être menées parfois en compétition avec d'autres tâches notamment liées à l'élevage. Et puis, ça demande des investissements importants. Tout ce qui est autour de la charge mentale n'est pas ressorti. Par contre, on peut se poser la question des pics de travail et puis cette concurrence de tâches, notamment avec des tâches qui doivent être menées plutôt en avril, qui peuvent être aussi en concurrence avec des vélages ou avec une gestion du pâturage qui se met en place. Tout ça pour dire que le désherbage mécanique s'est vu comme étant plus efficace, une des pratiques les plus efficaces, mais qu'elle est difficilement applicable. Il la voit comme étant difficilement applicable à l'échelle individuelle des exploitations. Et eux, 5 sur 9 nous ont dit qu'ils ne voient la faisabilité de cette pratique-là, notamment à cause des liens, des impacts sur le travail, que via la mise en place des ETA ou des CUMA. Du coup, je zappe cet élément-là. Donc, on a ici cherché c'était quoi en fait les configurations du travail ou les conditions de travail en élevage laitier favorables à la collaboration et la transition agroécologique. Donc, je suis désolée, c'est pas bien du tout ce que je fais. Je vais passer. Mais tout ça pour dire que, en gros, plus on a des échelles physiques du travail qu'on exprime par un nombre d'hectares par UTH à gérer, plus on a une part d'herbe. Alors ici, dans la SFP, donc la surface fourragère principale,
qui est réduite. Et donc, nous, on avait pris cet indicateur principal comme étant un indicateur de transition agroécologique à l'échelle de l'exploitation. Moins on va pouvoir développer des pratiques agroécologiques. Et les systèmes qui sont dits avec les plus par d'herbe, eux, ont des échelles physiques du travail moins importantes. Et qu'il y a une grande variabilité néanmoins de part des prairies dans la SFP qui peut s'expliquer entre autres par des collaborations, des réflexions et une envie de transition agroécologique. Voilà. Je suis désolée de... Voilà. En conclusion, aborder le changement de pratique, entre autres agroécologiques, nécessite de prendre en compte le travail sous tous ses aspects multidimensionnels. Il y a des choix de pratiques qui sont faits qui influencent l'organisation, les tâches à réaliser, les pratiques, enfin voilà, le fonctionnement de l'exploitation agricole et qui influencent du coup les performances du système d'exploitation ou d'élevage et le travail, même si j'aime pas trop ce terme, est aussi une performance du système d'élevage. Et le travail, ça peut être aussi une des raisons de choix de pratique, comme je vous ai, des facteurs d'adoption de pratique. Donc pratique et travail, pour moi, c'est intimement lié. Il y a des liens complexes entre adoption de pratiques agroécologiques et conditions de travail qui varient selon les dimensions du travail abordé et également la nature des pratiques. Donc une pratique qu'on adopte, elle peut avoir des choix, enfin des impacts positifs, négatifs, neutres, selon les dimensions, selon les personnes. Et puis, une pratique peut avoir des effets contrastés selon les différentes dimensions. Et certaines dimensions du travail peuvent aussi être un frein à l'adoption de pratiques. Elles peuvent être vertueuses sur plusieurs dimensions et puis être négatives sur une. Et puis c'est cet impact négatif sur une dimension qui va faire que on ne va pas adopter cette pratique-là. Voilà. Merci Annelise. Eh bien, il est temps de passer donc aux questions. Merci pour cette présentation qui montre les liens qui sont quand même très complexes aussi entre travail et adoption des pratiques agroécologiques et vice-versa. On aurait bien aimé qu'il y ait davantage de résultats nets, tranchés, c'est facile, Non, voilà, la transition agroécologique. Mais non, c'est pas si facile effectivement. Et en plus, ça varie en fonction de tout, donc c'est bien. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez correctement? Très Oui, bien. ça serait bien. Oui. Oui. Super, merci. Du coup, ce que je vous propose, c'est une petite présentation de l'application Déclic Travail, donc une plateforme de contenu pour sensibiliser au travail en élevage. Ce que je vous propose en présentation, c'est de vous montrer un peu ce que c'est la plateforme Déclic Travail, sa jeunesse, son historique, comment ça fonctionne, rapidement. Un petit bilan des connexions aussi, avoir un peu le nombre de personnes qui y ont été, ce qu'ils ont été voir un peu en particulier, etc. Un troisième temps de vous laisser un peu aller voir directement vous-même sur la plateforme, parce que le meilleur moyen de s'approprier quelque chose et de s'en faire une opinion, c'est d'y aller directement. Donc je vous laisserai un petit temps pour aller farfouiller dessus, pour avoir votre avis sur les intérêts, les limites ou les questions que vous pouvez avoir sur la plateforme. Et puis après, on fera un petit point en 4 sur un peu l'envers du décor, les limites, les perspectives, etc. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est Déclic Travail? C'est une application web à destination des éleveurs qui a été créée en 2020, donc il y a 5 ans, et qui est utilisable par les conseillers, les préventeurs, par exemple de la MSA en prévention des risques, ou les enseignants dans l'enseignement agricole, et qui est issu d'un fruit d'un large partenariat, donc avec les chambres, le CNIEL, le Centre de recherche agronomique wallon, ANICAP, l'Institut de l'élevage, la MSA, la CNE et l'Institut français du cheval. Donc comme vous pouvez voir en haut à droite, il y a
beaucoup de filières animales qui sont présentées. Donc, en 2020, il y avait les bovins laits, bovins viande, ovins viande caprin. Après, en 2022, il y a eu les volailles, les porcs et les lapins qui ont été ajoutés. Et donc, très récemment, l'année dernière, il y a également les équins qui ont été ajoutés à la plateforme. Il y a également une implication donc, du RMT Travail en agriculture que Sophie a présenté au début. C'est un outil qui sert à sensibiliser les éleveurs aux conditions d'exercice de leur travail, donc plutôt un outil de sensibilisation pour les éleveurs, pour les conseillers ou ceux qui accompagnent les éleveurs sur cette thématique du travail. Ça permet de faciliter l'accompagnement, donc il y a une liste de conseillers, de préventeurs et de techniciens à contacter, donc que les éleveurs ils peuvent trouver directement sur le site pour pouvoir les contacter et aller plus loin dans leur projet d'amélioration de leurs conditions de travail. Ça permet également de mutualiser, valoriser et harmoniser toutes les ressources. Donc parce que toutes les solutions, elles sont sous un même format, donc ce qui est harmonisé et ça regroupe différentes solutions issues de différents acteurs du terrain. Il y a également une animation du réseau de partenaires et de praticiens Déclic Travail, donc ceux qui sont dans la liste de contact, et donc qui permet d'enrichir la base de solutions, de mobiliser l'outil à l'occasion d'événements, de communiquer dessus, de faire de la formation ou de la réunion sur cet outil. Globalement, Déclic Travail, il y a 2 entrées. Une qui est plutôt pour les éleveurs, avec un autodiagnostic en ligne. Donc en quelques clics, l'éleveur précise un peu ses questions et ses attentes en rapport avec ses questions de travail. Il y a également une entrée plutôt conseiller, formateur, enseignant, chercheur, avec une banque de solutions qui est consultable directement en ligne. Donc on ne passe pas par l'autodiag, on arrive directement à la base de données avec les différentes solutions qu'on peut trier suivant des thématiques et des problématiques. Donc quand l'éleveur il a fait l'autodiag, il arrive en fait sur une synthèse des résultats avec des solutions adaptées qui sont directement piochées en fait dans la banque de solutions globale. Et après, il y a les contacts des conseillers s'il veut aller plus loin, parce que du coup, vu que c'est un autodiag très succinct et très rapide, c'est quelques pistes de solutions, de réflexion, et donc pour aller plus loin, mettre en place un plan d'action, valider les problématiques de l'éleveur, etc. Le mieux, c'est qu'il contacte un conseiller pour aller plus loin et améliorer ses conditions de travail et répondre à ses problématiques. Du coup, c'est un site de référence, donc c'est une application en ligne qui est disponible sur ordi, mais elle marche aussi sur tablette et sur smartphone, qui est gratuite. Par tous et pour tous et qui ne nécessite pas d'identification. C'est un point important parce que c'est un avantage qui n'est pas cette identification, parce que du coup, on se met dessus, il n'y a pas besoin de se connecter ni rien. Le revers un peu, c'est que du coup, on ne sait pas qui se connecte. On ne sait pas si c'est plutôt des éleveurs, si c'est plutôt des conseillers, si c'est plutôt des chercheurs. On n'a pas l'identité des personnes qui se connectent. Donc dans ce site-là, il y a à peu près 125 fiches pistes de solutions, 239 trucs et astuces qui sont majoritairement issus du concours trucs et astuces des chambres d'agri. Et il y a la référence de 130 experts dans la base de contact de toute la France, dans toutes les régions et sur différentes thématiques. C'est un outil qui est en évolution perpétuelle avec une mise à jour de la base documentaire, donc notamment sur les pistes de solutions, les trucs et astuces, de la base des conseillers aussi, pour que les contacts soient toujours à jour malgré les turnovers dans les différentes structures, etc. Et il y a également des ressources pour utiliser des petits travails en situation de conseil ou de formation, donc avec des petits exemples de mise en situation, etc. pour donner des idées pour utiliser des clics travail en groupe ou dans d'autres mises en situation. En gros, la genèse un peu de Déclic Travail, c'est dans le cadre d'un projet financé par la CNE en 2019. Il y a IDEL et ses partenaires, donc le CNEL, le CRA, NICAP, les chambres d'agriculture, qui ont créé la plateforme. Sa conception, elle a nécessité l'utilisation de méthodes participatives et centrées utilisateurs, donc afin d'obtenir une adéquation entre l'outil, l'utilisateur et les objectifs. Donc en gros, dans la méthode de partition participative, le futur utilisateur participe à la conception. Là, pour le projet Déclic Travail, c'est les utilisateurs finaux, c'est normalement plutôt les éleveurs. Mais là, dans la conception de l'outil, c'est plutôt des conseillers en élevage qui ont été mobilisés dans le cadre d'un comité technique qui ont participé à la conception de l'outil suite à des recherches biblio.
Donc, le comité technique qui regroupe donc des conseillers des différents organismes partenaires, donc des conseillers techniques de terrain sur le travail, etc. Donc, il y a une biblio qui a été faite qui a permis de ressortir à peu près 400 fiches solutions qui ont été recensées un peu partout sur Internet, issues des différents projets antécédents, de différents partenaires, etc., qui ont été triés par des stagiaires entre ce qui est vraiment des fiches solutions, ce qui est plutôt des trucs astuces. Parmi ces fiches solutions, il y en a qui ont été considérées comme obsolètes, notamment par exemple celles sur les quotas laitiers ou des trucs comme ça. Donc à la fin, il restait 127 fiches triées regroupées, 127 fiches qui ont été triées et regroupées, et qui fait à peu près à la fin qu'il y avait 70 fiches solutions qui restaient, qui étaient intéressantes et et que le comité technique souhaitait garder pour mettre dans la base de données des clics. Et après, du coup, il y a eu le comité technique s'est réuni encore plusieurs fois pour voir comment créer un questionnaire pour créer l'autodiagnostic. Donc, il y a plusieurs moutures qui ont été faites de cet autodiagnostic en lien avec la biblio, qui a été ensuite testé sur le terrain avec des éleveurs. Et il y a également la création et l'ajustement d'un scoring pour justement quand l'autodiag est fait, qui est des calculs derrière pour piocher les bonnes pistes de solutions. Donc ça a été fait plusieurs fois, corrigé, réajusté, etc. Avec l'aide du coup du service DataStat, qui est le service statistique de l'Institut de l'élevage, notamment sur la partie scoring, et aussi avec l'aide du service informatique pour vérifier la faisabilité informatique de tout ça quand même. Donc, ce que je disais, en gros, l'historique, il y a 2020, donc mise en ligne de Déclic Travail officiel septembre 2020, avec les 5 filières, les 5 premières filières. Il y avait des fiches solutions par filière, mais il y a également des fiches solutions qui sont plutôt multifilières. Après, en 2022, l'ajout des monogastriques, avec des nouvelles fiches solutions. Et en 2024, l'ajout de la filière équin avec des nouvelles fiches solutions et également l'ajout de nouvelles ressources dans la partie ressources pour aider et donner des idées d'utilisation de la plateforme Déclic Travail. Donc, ce qui fait au total 207 fiches. Enfin, il y a 125 fiches, mais avec les fiches qui peuvent être, certaines fiches sont ailées et viande ou qui peuvent être sur différentes filières. Donc, ça fait des propositions de 207 fiches par filière. Donc voilà, en gros, la base documentaire en juin 2025, les 125 fiches de solutions, donc avec les différentes thématiques et les différents projets qui ont permis au fur et à mesure d'augmenter, d'ajouter des nouvelles fiches solutions à cette base documentaire. Donc voilà, 125 fiches de solutions avec le projet Déclic avec des fiches Caprine, le projet Boost avec les chambres d'agriculture, le CNIEL qui a permis en 2022 de rajouter une dizaine de fiches de solutions lait et qui Déclic Travail sur la partie équin qui a permis d'ajouter la filière équine en 2024. Hop. Donc concrètement, je vais vous faire un petit tour sur Déclic Travail pour voir les différentes fonctionnalités de Déclic Travail. Hop. Donc en gros, il y a la fonctionnalité faire le point, donc qui est juste là, hop, sur laquelle on peut cliquer directement et qui permet avec un petit audio-diagnostic, donc en 4 parties, contexte, ressenti, priorisation, de trouver des pistes de solutions. Donc il suffit de remplir la partie contexte. Après, on a des questions qui, pour celles avec un petit picto i, il y a la tâche à préciser à chaque fois. Donc, hop. Et donc là, il y a les 2 parties. Il y a la partie organisation du travail, hop, attention, et la partie conditions de travail. Et donc avec des questions qui sont oui, non, si on trouve plus ou moins difficile les différents items, et où il faut cocher la problématique si on veut aller plus loin. Donc après la 3e étape du questionnaire, donc c'est parmi les problématiques qu'on a cochées précédemment, il faut les prioriser parce qu'on ne peut pas travailler sur toutes les problématiques. Donc on peut au maximum en cliquer 5, mais on peut en cliquer moins si on veut.
Et donc après, quand on fait terminer et visualiser, on a les fiches solutions. On a d'abord le petit bilan de notre autodiag avec les ressources. Est-ce qu'on a des problèmes sur les ressources humaines? Là, je n'en ai pas coché. L'organisation du travail, des petites problématiques ont été soulevées, les conditions de travail. Donc on a un peu un récap de nos 3 priorités. Et après, on a des pistes de solutions qui sont proposées automatiquement via le scoring. Donc là, on a les solutions sur l'organisation du travail, les conditions de travail qui sont ici, hop, et on peut en avoir d'autres si on veut aller plus loin. Toutes les fiches pistes de solutions, elles sont toutes sur le même format. Quand on clique dessus, il y a le titre de la fiche piste de solution, les principes qui sont un peu rédigés rapidement pour décrire un peu ce que c'est, les intérêts de cette solution, mais également hop, les limites de cette solution, avec en général, là il y a une petite photo qui illustre la solution, et il y a le détail de la mise en œuvre. Avec 3 pictos, le coût. Donc le coût, ce n'est pas un chiffre exact qui permet de la longévité de la donnée et qu'elle ne soit pas obsolète trop rapidement. Donc là, un coût entre 3 et 15 000 euros. Le délai, est-ce que ça prend quelques semaines, quelques mois, quelques années? Et les compétences nécessaires, est-ce qu'il faut des notions, un accompagnement ou des formations? Il y a également en général un petit témoignage à la fin sur cette solution et des liens donc pour aller plus loin sur la thématique et les sources qui ont permis de rédiger cette fiche piste de solution. Et on peut également imprimer en PDF cette fiche solution si on veut l'imprimer pour la donner à un éleveur ou la réutiliser pour autre chose. En gros, le scoring qu'il y a derrière les fiches, toutes les fiches, elles sont notées, elles ont des notes de 1 à 10 pour chaque problématique qui sont dans le questionnaire. Et donc après le remplissage du questionnaire, les fiches pouvant être proposées, donc celles qui ont uniquement des notes supérieures à 7, enfin 7 ou équivalentes ou supérieures à 7, elles subissent un tirage aléatoire pondéré pour chacune des problématiques relevées par l'utilisateur. Il y a également la filière qui est prise en compte, évidemment. Donc en fait, on peut cliquer exactement les mêmes réponses au questionnaire et on peut potentiellement avoir des pistes de solutions différentes suivant le tirage aléatoire pondéré aux notes des questions sur chaque thématique. Du coup, sur Déclic, il y a également une partie vos conseillers, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là où il y a les coordonnées des conseillers que les éleveurs peuvent potentiellement appeler, donc dans les différentes régions, avec leurs spécialités et leurs coordonnées. Et donc, les 130 conseillers qui sont référencés dans la base, ils sont de différents organismes de conseil en élevage. Donc, on peut voir là sur le graphe que c'est quand même majoritairement des chambres d'agriculture, mais également de la MSA. Donc, à chaque fois, il y a les coordonnées et la spécialité de la personne du contact. Après, il y a également une partie recherchée parmi les solutions, où on peut aller directement chercher les solutions par rapport à la thématique qui nous intéresse. Donc là, on clique sur rechercher des solutions. Et par exemple, par rapport à une filière ou à une thématique ou des choses comme ça, on peut aller directement chercher les solutions qui nous intéressent dans la base de données. Hop. Et donc, suivant ce qu'on a coché, ça nous propose des solutions directement dans la base de données. Donc, ça pioche parmi les 125 celles qui correspondent à nos critères. Donc, comme ça, on peut aller directement chercher les fiches solutions sans passer par la partie autodiagnostic. Et après, il y a une dernière partie qui est les trucs et astuces. Donc, il y a 230 trucs et astuces qui sont disponibles. Et donc, pour retrouver les trucs et astuces, il suffit d'aller sur les plus de trucs et astuces sur la première page. Et pareil, c'est un moteur de recherche qui ressemble à la base de données solutions. Et donc, on clique sur, par exemple, la filière qui nous intéresse. On clique sur la filière qui nous intéresse et on peut aller directement chercher les trucs et astuces qui peuvent potentiellement nous intéresser sur notre questionnement ou nos intérêts de recherche.
Il y a également une dernière partie qui a été ajoutée à Déclic Travail, qui est la partie ressources. Donc cette partie ressources, elle est également disponible dans l'onglet ressources. Et donc il y a différentes choses qui sont dedans, et notamment il y a des mises en situation et de retours d'expérience qui sont directement disponibles là. Donc ça décrit une situation de mise en contexte de l'utilisation des clics travail et des petites animations pour utiliser des clics travail. Donc par exemple, il y a un préventeur de Préventagri qui a expliqué comment l'utiliser en individuel avec des éleveurs, ou quelqu'un d'IDEL qui a expliqué comment l'utiliser en formation avec des agriculteurs. Quelqu'un de la chambre qui l'utilise en individuel, avec ou sans ordinateur, etc. Donc ça permet de donner des idées d'animation pour utiliser Déclic Travail directement avec des éleveurs ou avec des étudiants ou avec différents contextes, différentes utilisations, soit en individuel, soit en collectif, soit plutôt avec des éleveurs ou des étudiants, avec des propositions d'animateurs avec différentes compétences, donc soit des conseillers en élevage, soit des conseillers spécialisés, ou même des chargés d'études, des enseignants, avec ou sans ordinateur, parce que suivant le contexte, on n'a pas forcément besoin d'ordinateur, et avec potentiellement différentes fonctionnalités de Déclic Travail, soit plusieurs, soit une seule des fonctionnalités, donc soit les trucs et astuces, soit la recherche de solutions directement dans la base de données, soit l'autodiagnostic qui va faire le point. En gros, donc là, je vous propose de passer sur le deuxième point qui est un peu le bilan des connexions de Déclic Travail pour savoir un peu combien de connexions il y a sur site et quand et les personnes se connectent. Donc en gros, Déclic Travail, c'est là cette année 7000 personnes, les années précédentes autour de 5000 visites sur le site par an, très majoritairement des connexions françaises. Donc là, les connexions sont plutôt en hausse, mais c'est majoritairement des connexions françaises, un petit peu États-Unis, Belgique, qui est normal avec le partenariat avec la Wallonie. C'est majoritairement, les 3/4 des personnes qui se connectent, c'est via ordinateur, et également très majoritairement des gens où c'est des visites uniques. Donc ça veut dire qu'ils viennent une seule fois et ils ne retournent pas sur le site Déclic Travail, ou pas avant une longue période. La durée de connexion elle est de 3 minutes 25, donc pour ceux qui sont moins habitués de ces données de durée de connexion, 3 minutes 25 c'est relativement long pour un temps de connexion moyen sur un site. 4,2 actions par personne qui se connecte, sachant que les personnes qui les visites non uniques, donc les 25% de visiteurs, on va dire réguliers, ont tendance à avoir en moyenne plus de temps de connexion et plus d'actions également. La majorité des gens rentrent par la page autodiagnostic, donc celle que je vous ai présentée rapidement avec vraiment quelques questions. Donc c'est l'entrée majoritairement quand même sur le site. Il y a également des pages recherche qui sont ouvertes, des téléchargements et 1200 pages vos conseillers. Globalement, on ne sait pas qui se connecte sur le site parce qu'on n'a que des adresses IP, mais on voit que les gens se connectent quand même plus du lundi au vendredi. Il y a moins de connexions le week-end et les gens ont plus tendance à se connecter sur les horaires de bureau entre 8h et 18h plutôt. Et les fiches, vu que les fiches, elles traitent vraiment différentes thématiques, les fiches les plus consultées en 2024, c'est majoritairement celles qui concernent la transformation fromagère, donc la fabrication de fromage, donc là, qui sont ici en haut. Il y a également les fiches sur tout ce qui est le travail de bureau qui sont régulièrement consultées, sur la traite, également les fiches un peu générales sur l'emploi, le quotidien d'éleveur, et également les nouvelles fiches Ekin qui sont régulièrement consultées aussi en 2024. Donc, comment les visiteurs ils arrivent sur le site? Il y a à peu près la moitié qui arrivent par entrée directe, donc ça veut dire qu'ils suivent un lien ou qu'ils l'ont mis en favori ou des choses comme ça, et un tiers qui arrive via moteur de recherche, à peu près. Et d'autres 15% qui arrivent via un autre site qui nous a référencé, qui a référencé Déclic Travail.
Il y a seulement 2% des gens qui arrivent via les réseaux sociaux, majoritairement Facebook, comme on peut le voir. Bon, même si les réseaux sociaux, ça apporte peu de trafic, ça apporte de la visibilité. Donc, on fait régulièrement des posts sur les réseaux sociaux pour parler de déclic travail et voir ce qui peut être fait. Ce que je vous propose, c'est de passer à la seconde partie où c'est vous qui testez Déclic Travail, qui allez farfouiller dessus pour aller voir le site. Il y a un petit problème informatique sur Déclic en ce moment et ça marche pas hyper bien sur tous les navigateurs, c'est temporaire. Donc on vous conseille plutôt de l'utiliser sur Mozilla Firefox. Donc dans la conversation, je vous remets l'adresse du site. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller sur le site Déclic Travail, donc, dont je vous ai mis le lien dans la conversation. Est-ce que vous le voyez tous? Peut-être il faut le mettre dans les questions-réponses, je sais jamais trop. Ah, peut-être. Je peux le mettre dans le QR aussi. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de se laisser quelques minutes pour que vous puissiez aller sur le site Déclic Travail, que vous testiez un peu l'autodiagnostic, les différentes options, etc. Et que vous puissiez nous dire un peu ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés à se connecter sur le site Déclic Travail ou est-ce que ça va? Je pense qu'on n'est pas très nombreux, donc n'hésitez pas à vous manifester. Ah, je vois une petite main qui pousse, valide. C'est bon. qui valide. Et si ça marche pas sur le navigateur, essayez un autre navigateur. C'est vraiment, je suis désolée, c'est un bug temporaire qui est de cette semaine. Donc, normalement, ça marche sur tous les navigateurs, mais là, on a quelques difficultés avec les autres navigateurs. Pour ceux qui ont moins l'habitude d'aller en élevage, si vous voulez, j'ai préparé une fausse agricultrice avec des petites verbatims. Enfin, c'est pas des verbatims, vu que c'est une fausse agricultrice, c'est des petites phrases de cette fausse agricultrice avec des problématiques si vous voulez tester l'autodiagnostic avec des questions un peu courantes qu'on a tendance à voir en élevage. Donc, par exemple, si normalement, ça répond à peu près à toutes les questions de l'autodiagnostic. Donc, si vous allez sur la partie autodiagnostic, vous pouvez le remplir, par exemple, avec une personne en GAEC avec son époux en bovin lait et culture de vente dans le Nord, donc dans le 59, qui ont un salarié qui fait la traite le matin et la transformation. Donc là, normalement, vous avez toutes les informations sur la partie contexte. Bon, trouver un salarié, ça n'a pas été une mince affaire pour eux, mais maintenant qu'ils l'ont là, ils le bichonnent. Sauf pour certaines tâches quand même où c'est un peu compliqué parce que le salarié ne fait pas aussi vite et pas aussi bien qu'eux. Donc voilà. Ça vous donne la partie un peu sur les relations humaines à remplir, si vous voulez remplir l'autodiag. Ensuite, sur la partie conditions, organisation du travail, elle ne trouve pas que sa charge de travail soit trop importante, mais parfois l'été, il y a un peu un pic de travail entre la traite, les moissons et la transfo, c'est un peu la course. Et elle aimerait bien prendre quelques jours pour partir en vacances, quelquefois, avec son conjoint. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Après, sur la partie organisation, l'organisation du travail érodé, sauf pour la partie administrative. Donc, il n'y a que cette tâche qui est un peu pénible pour eux, où il y en a toujours plus et où ils ont un peu plus de mal à s'organiser et à gérer cette tâche-là. Et après, les journées filent vraiment à toute allure, mais malgré la fatigue et une épaule qui est un peu douloureuse à la traite, elles ne se sont pas particulièrement stressées. Donc là, normalement, de la partie, vous avez les réponses sur la partie santé et sécurité et stress. Donc normalement, là, vous arrivez au bout de l'autodiagnostic et vous avez quelques priorités à choisir, parce que là, il y en a probablement plus que 5. Donc vous choisissez les priorités qui vous paraissent les plus importantes ici, et vous devez avoir quelques fiches pistes de solutions qui sont proposées. Suite à cette petite manipulation ou ces petites manipulations et vos petites les quelques minutes que je vous ai laissées là pour aller voir un peu sur des clics, l'autodiag ou ce qui vous intéressait dans la présentation suivant vos intérêts et les thématiques. Ce que je vous propose, c'est que j'ai fait un board de Klaxoon. Donc je vous mets le lien dans e-conversation et QR vu que je ne suis pas sûre d'où il faut le mettre. Hop. Et ce que je vous propose, c'est de vous connecter sur ce board de Klaxoon pour donner un peu ce que vous pensez en termes d'intérêt, de limites ou même les interrogations que vous avez sur des clics suite à ces petites manipulations, ce que ça vous pose comme question, ce que vous voyez un peu comme limite ou à l'inverse, ce que vous voyez comme intérêt de l'outil pour vous, pour vos travaux, comment vous pourriez l'utiliser ou même voilà. Donc pour ceux qui sont moins coutumiers de Klaxoon, en gros, quand vous arrivez sur le board, vous avez juste à saisir votre pseudo. Pour ajouter une nouvelle idée, vous cliquez sur le plus qui est au milieu en bas de l'écran. Vous avez un post-it qui arrive, il suffit d'écrire dessus. Vous pouvez, de préférence, une idée par post-it. Vous pouvez choisir la couleur si vous voulez. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur la flèche bleue pour l'envoyer. Et après, vous pouvez cliquer sur votre post-it pour le balader, le mettre dans le carré qui vous paraît le mieux par rapport à votre post-it. Ça a plus l'air de bouger des masses. Donc en gros, ce que vous voyez en intérêt très majoritairement, c'est que c'est très rapide, très accessible, c'est facile et rapide d'utilisation, assez fonctionnel. Que les contacts de conseillers à la fin, c'est chouette pour aller plus loin. Que les solutions sont très diverses. Que c'est utile pour divers publics avec l'entrée éleveur, conseiller, étudiant, et donc pour les spécialistes, utile pour les conseillers non spécialistes du travail et les enseignements, les fiches de solutions qui sont bien conduites et homogènes, faciles à lire. Ce que vous voyez en limite, c'est quand même que c'est très spécifique éleveur. En effet, il n'y a pas de solution végétale, à part certaines solutions qui sont multifilières, qui sont sur la gestion des salariés ou des choses comme ça, qu'on a plus couramment dans des exploitations de polyculture, mais sinon, il n'y a en effet pas de solution végétale. Et notamment pour les éleveurs bio, en général, il y a également des cultures à côté, donc du coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas la partie végétale.
Et il y a également d'autres modalités qui manquent, comme la méta ou les CUMA, qui sont pas forcément prévues également non plus. Donc il manque la partie végétale et la partie un peu méta-CUMA. Après, il y a sur la filière au vin lait aussi, il manque la partie fromagerie. Normalement, il y a des propositions de solutions sur la transfo. H. Faut bien cliquer sur la partie transfo pour avoir les solutions transfo. Il y a également 2 post-it sur un peu le fait que l'interface numérique et l'autodiag, ils sont pas hyper chaleureux, donc ça peut accentuer l'isolement ou accentuer les problématiques travail, le fait que ça soit de l'informatique et du coup plus de repli sur soi-même. Il y a que c'est assez restreint sur le volet transformation et commercialisation à première vue. Et notamment, il y avait une question, une limite aussi sur est-ce que affiner un peu sur les points de travail avec un calendrier pour placer les principales tâches, ça serait pas intéressant. Pour la partie déploiement végétal, etc., j'en parlerai un peu après dans les potentielles pistes de solutions d'amélioration. En effet, c'est un gros point bémol, l'absence de la partie végétale. Après, le fait qu'il n'y ait pas tout, surtout sur la fromagerie, etc., il y a 125 fiches de solutions, mais que 125 fiches de pistes de solutions, donc tous les thèmes ne sont pas forcément traités au maximum. Mais ça peut être des pistes d'amélioration, avoir plus de pistes sur ça. Et faire un calendrier, pourquoi pas, sur les pistes de solutions, à voir pour pas que ça soit contre-productif sur la partie rapide et accessible, quoi. Et après, il y avait des interrogations. Marie qui posait, y a-t-il un suivi des problématiques soulevées pour voir si après coup elles ont été levées? Ben non, c'est ce que je disais en fait. Le problème c'est que vu qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'identification, du coup on ne peut pas savoir enfin on ne peut pas avoir de suivi de qui est derrière et quelles ont été les problématiques et quel était le suivi, quoi. Avez-vous testé avec des groupes d'agri en accompagnement autour du travail? Oui, ça a été testé en groupe d'agri sur l'accompagnement travail et notamment dans la partie ressources, partagez vos expériences. Il y a des mises en situation avec des éleveurs pour l'appliquer en formation travail, en accompagnement des éleveurs. J'ai testé sur les aspects administratifs. Comment vous vous adaptez aux changements de réglementation ou autres dans les fiches, notamment maintenant où toutes les factures doivent être numérisées? Par exemple, il y a des évolutions un peu dans tous les thèmes, pas que administratifs, mais en fait, ça fait partie des choses à faire, quoi. Il y a des améliorations, enfin, il y a de la mise à jour régulière, en fait. Ça fait aussi partie des limites un peu. Il faut toujours mettre à jour, toujours chercher des nouvelles solutions. Est-ce que l'intégration du volet production végétale est envisagée à terme, une adaptation pour l'apiculture? Ouais, donc ça revient sur la partie, on n'est que sur l'élevage. Il y a donc la méta, les CUMA, etc., qui pourraient être envisagés aussi. Ok. On n'est pas nombreux. S'il y en a qui voulaient ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Oui, je vois pas de questions là dans le chat. Dans la conversation. Mais est-ce que tu as des éléments de réponse sur l'adaptation aux productions végétales du coup? Ouais. Est-ce que c'est prévu? Hop. Du coup, il y a une enquête qui a été faite en 2024 auprès des conseillers qui l'utilisent pour savoir ce qu'ils en pensent et ils en ressortent globalement la même chose que vous, que c'est fonctionnel, que c'est riche de ressources, que c'est riche ergonomique, que c'est un outil d'apprentissage et de documentation intéressant, qui est facile et accessible, comme vous disiez exactement, avec les 3 critères, c'est très facile. Donc, ça se recoupe avec ce que vous aviez dit. Et ce qui ressortait chez les conseillers, c'est qu'ils trouvent que c'est un peu difficile l'affichage et la sélection des astuces parce qu'il y en a pas assez, mais en même temps déjà beaucoup. Donc du coup, le tri est déjà complexe. Qu'il faut
faire attention sur l'actualisation régulière, notamment comme ça a été dit sur par exemple les factures numériques, des choses comme ça, et le déploiement de nouveautés. Et qu'il faut faire être vigilant sur la communication parce qu'il n'y a que beaucoup de visites uniques, donc il faut continuer à déployer la communication. Voilà. Et qu'il y a certaines fiches qui commencent peut-être à être un peu datées, qui mériteraient une remise en forme, quoi. Donc qui est en lien avec l'actualisation régulière, etc. La majorité des conseillers, ils utilisent peu des clics travail, ils l'utilisent plutôt dans la partie recherche de solutions que je vous ai montré. Donc c'est cette entrée-là qui est majoritairement utilisée par les conseillers qui cherchent directement les solutions qui pourraient les intéresser. Donc notamment, par exemple, il y a une conseillère en individuel qui disait qu'elle l'utilisait avec les éleveurs, et notamment le dernier éleveur avec qui elle l'avait fait, il était satisfait de cette approche qui lui a permis de commencer à réfléchir à ses solutions. Il a beaucoup apprécié les encarts pour aller plus loin, qui permet de couvrir plus d'éléments sur la solution proposée. Donc ça rejoint un peu la question de le fait de faire un autodiag tout seul, ça isole et ça peut déshumaniser un peu. Ça peut être également utilisé par des conseillers en conseil individuel pour justement pas accentuer l'isolement, et voilà. Conseillère prévention des risques, il l'utilise pour prendre le temps de regarder un peu toutes les astuces et les vidéos sur des clics travail sur des filières qu'elle ne connaît pas. Notamment là, elle connaît par exemple un peu moins la filière porcin, donc elle fait un tour des trucs astuces porcins quand elle cherche des idées. Et pour l'utilisation par exemple avec des étudiants, l'intérêt c'est d'avoir des fiches imprimées avec le titre et des photos, et pour que les élèves ils puissent facilement cerner l'idée et l'utiliser. Donc les limites de l'outil qui rejoint un peu ce que vous êtes dit, c'est juste un outil de sensibilisation, donc il n'y a pas les fiches de solution surtout qui peuvent être mis. Il y a besoin de faire de la mise à jour régulière, il y a beaucoup de visites uniques, il n'y a pas d'infos sur le profil des utilisateurs, et parfois le tri des fiches et scoring, ils peuvent être un peu insatisfaisants. Enfin, vu que c'est rapide, ça ne peut pas être très approfondi. Voilà. Et donc ça nécessite un accompagnement indéniable par les conseillers pour bien évaluer la situation de départ, les objectifs de changement de l'éleveur, et des clics travail, ça vient plutôt ensuite pour certains conseillers pour donner des idées et permettre à l'éleveur d'être créatif et de s'inspirer. Donc il y a forcément un besoin d'accompagnement sur le travail à côté par un conseiller pour aller vraiment plus loin et continuer à communiquer dessus pour pas que ça passe aux oubliettes. Donc, ce qui est en cours d'amélioration, c'est l'adéquation du scoring qui est en train d'être revu par rapport à l'autodiagnostic, où il y a encore, avec les nouvelles fiches, etc. Donc, le scoring qui permet de trier les fiches par rapport à l'autodiag est en cours d'être revu. Donc, les propositions de pistes de solutions seront mieux ciblées, certaines seront moins systématiques. Donc, il y a ça qui est en cours de mise à jour. Et ce qui serait intéressant, ça serait de déployer du coup, comme vous l'avez soulevé, en lien avec la polyculture élevage, parce qu'en fait, notamment en bio, où c'est forcément imbriqué. Et puis après, d'autres solutions ciblées, peut-être viticulture, arbo, maraîchage, mais comme ça a été mentionné, l'apiculture, la méta ou d'autres choses comme ça, pour couvrir davantage d'orientation et une meilleure appropriation par l'enseignement aussi. Et il y a également des échanges pour essayer de développer des clics travail à l'international. Il y a des projets européens qui le testent et qui trouvent ça intéressant. Et donc, il y a des réflexions plutôt qui sont en cours pour peut-être potentiellement le développer à l'international dans d'autres langues avec d'autres fiches solutions et d'autres adaptations. Et il y a également ce qui est également proposé maintenant aussi, c'est des formations pour les conseillers et enseignants pour partager entre eux leur utilisation, les mises en situation et comment utiliser des clics travail et même comment aborder le travail avec des étudiants ou avec des agriculteurs ou des choses comme ça. Donc pour revenir sur la partie polyculture élevage qui avait été majoritairement soulevée, si vous avez envie de participer au développement de Déclic Travail en polyculture avec des idées notamment sur la partie culture, parce que du coup nous IDEL on est quand même moins spécialiste de la partie culture et des solutions de travail sur la partie culture. Donc voilà, si ça vous intéresse,
n'hésitez pas.